Alors bonjour David, on te reçoit sur la chaîne. On t'avait déjà reçu pour le livre que tu as écrit, Ne fais pas ton français, qui était un livre très intéressant. Je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller voir et qui veulent éventuellement acheter le livre. C'est un livre très très intéressant. Et en fait, à la vue des sujets que tu avais traités dans ce livre et puis des sujets que tu traites régulièrement sur les réseaux sociaux, j'avais envie qu'on fasse ce qu'on fait habituellement jamais sur la chaîne. Mais je voulais essayer ce format-là, c'est de parler un petit peu d'actualité, essayer de donner un petit peu de profondeur intellectuelle aux actualités qu'on voit. Alors, dans un premier temps, je voulais te saluer, David. Bonjour et merci d'avoir accepté de venir nous parler. Bonjour Cyril, c'est un plaisir de venir discuter avec toi. Merci de m'accueillir. Alors, dans un premier temps, je voulais parler d'un sujet léger. Évidemment, c'est ironique, mais je voulais parler de Zied Bouna. Zied Bouna, un sujet qui fait débat. Alors, les uns disent que, eh bien, la police tue, comme d'habitude, hein, on le sait, c'est plutôt à gauche. La police a tué Zied Bouna. La police est coupable. L'État français, par son bras armé, la police est coupable. État structurellement raciste. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui disent, ben non, en fait, c'est juste deux délinquants qui ont pris des risques et ils ont perdu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Comment tu analyses, en fait, et le fait en lui-même et les réactions au fait, en fait, des deux côtés? Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, ceux qui affirment cela, moi, je me dis, est-ce que ces personnes, si elles étaient contrôlées dans la rue, prendraient la fuite face à la police? Je ne le Hmm. pense pas. Tous ces sociologues de plateau et ces politiciens qui viennent raconter l'idée que le fait que Ziad et Bouna se sont enfuis, et c'est tout à fait légitime de leur part et qu'on n'a pas à les poursuivre lorsqu'il y a un contrôle d'identité, ces personnes-là se plieraient sans problème à un contrôle de police. Donc Hmm. déjà, c'est pas normal de fuir la police lorsqu'on est contrôlé. Moi, j'ai été parfois contrôlé, ça m'est arrivé dans mon adolescence ou lorsque j'étais jeune homme. En plus, j'avais un physique vraiment de maghrébin, j'avais des cheveux bouclés, frisés, j'avais même une petite moustache. Donc, c'était pas écrit David Duquesne sur mon front. Selon le lexique employé aujourd'hui, j'étais, on va dire, un racisé. Voilà, on va dire cela. Et c'est pas pour autant que je me suis enfui. Et à chaque fois que je me suis soumis, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Il n'y avait pas de contrôle au faciès comme on peut le raconter. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est une légende urbaine. Euh, je me suis plié au contrôle et ça s'est très bien passé en étant respectueux. Mais le problème qui se passe dans ces quartiers, c'est qu'on considère que les forces de police ou les forces de gendarmerie sont des forces étrangères, des forces coloniales qui empiètent sur un territoire dont ils n'ont, comment dire, pas la légitimité pour y intervenir. Donc déjà, on est dans cette idée-là. Et que ces policiers ou ces gendarmes qui viendraient contrôler des jeunes des cités seraient dans une certaine forme d'arrogance et qu'ils n'auraient pas à faire ce qu'ils font. Donc ils sont vus comme une force ennemie. Ce qui entraîne des fuites, mais aussi des agressions, des embuscades, euh, parce que les forces de police sont vues comme une force coloniale. Et à chaque fois qu'on a des émeutes, moi je compare ça depuis la fin des années 80, le début des années 90, à des intifadas. C'est la même mécanique idéologique, et c'est ressenti comme cela par beaucoup de jeunes dans ces quartiers. Alors, moi, j'avais plusieurs choses à dire sur cela. Déjà, on est tous les deux d'accord pour dire que, évidemment, la mort de Zied Bouna est dramatique et personne peut se réjouir de ça. Je le dis quand Évidemment. même. Je le dis quand même parce que sur Facebook, j'ai partagé un post où j'essayais d'expliquer que ces deux gamins déjà étaient des deux gamins et que finalement les plus coupables, même s'ils le sont un peu, c'était pas forcément eux, mais plutôt l'ambiance, on va en parler, l'ambiance dans laquelle ils vivaient, l'éducation qu'ils ont reçue, peut-être le ressentiment, on va en discuter aussi, dans lequel on les a fait grandir, une peur de la police qui n'est pas raisonnable et qui est peut-être engendrée aussi par comment dire, par une mentalité de quartier. Et, euh, et on va parler de tout ça, mais on est tous évidemment extrêmement tristes que deux gamins en fait meurent dans un transfo électrocuté. Il y a personne qui peut se réjouir de ça, quelle que soit la couleur de ces gamins. Donc ça, il faut le rappeler. Maintenant, moi, ce que je voulais dire pour aller dans ton sens, puisque on est aujourd'hui dans une discussion ensemble, moi, contrairement à toi, j'ai une tête de bon blanc, une tête de français de souche, comme on dit. Sauf que moi, j'ai grandi en banlieue et moi, j'ai vu aussi une différence entre quand j'avais l'habit de racaille. À l'époque, on n'avait pas de Air Max TN, mais on avait les Air Max classiques avec le petit survêt Lacoste.
Et après, j'ai grandi, je suis sorti de ce quartier et de cette mentalité, puis j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux au lieu d'avoir le crâne rasé, par faire tomber la casquette et par mettre des pantalons chino avec de jolies chemises plutôt que mes survêtements Lacoste. Et bizarrement, eh bien, entre ces deux périodes, on ne me contrôlait pas de la même manière et avec la même fréquence. Et puis mon langage avait aussi changé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas s'habiller avec l'habit réglementaire du voyou, on ne peut pas avoir le comportement du voyou et le langage, tout le langage du voyou, que ce soit le langage parlé ou le langage corporel, et se plaindre de se faire arrêter plus de fois que ceux qui s'habillent comme des citoyens qui ne sont pas des voyous. Je veux dire, quand on porte l'uniforme de voyou, on est pris pour un voyou, qu'on le soit ou pas. Mais on prend ce risque-là. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le contrôle au faciès, moi, franchement, comment dire, c'est quelque chose qui est à regarder. Parce que contrôler au faciès, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je veux dire, le cerveau fonctionne en mode statistique. Si à chaque fois que vous arrêtez un dealer, il est d'une certaine catégorie de population, il faut être complètement con pour dire non, non, je vais pas l'arrêter. Si vous savez que statistiquement, vous aurez plus de chances de trouver des gens qui bravent la loi dans certaines catégories de la population, il faut être complètement con pour pas y aller. Et heureusement, la police fait le travail correctement. Et puis aussi, je voulais finir par ça. Les bandits, on l'a vu avec Adama Traoré, qui lui était beaucoup plus grand, qui n'était pas un gamin. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai été dans la jeune délinquance quand j'étais enfant. Et je prenais des risques. Mais ces risques, je les assumais, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des voleurs, on a des bandits qui veulent une mutuelle et la sécurité de l'emploi. Mais les amis, quand vous vivez par le feu, vous pouvez vous brûler. Et vous pouvez mourir par le lance-flamme. Faut accepter ce risque. Ou alors, faut aller au bureau, comme tout le monde, si vous voulez pas de risque. Il faut arrêter de faire le délinquant et ensuite de se plaindre des conséquences dangereuses de cette vie qui peuvent amener jusqu'à la mort. Et puis le dernier point, et puis après je te laisserai répondre David et me dire ce que tu penses de tout ça. Le dernier point, c'est de dire que ces gamins, s'ils ont peur de la police, c'est bien ou qu'ils avaient fait quelque chose. Et quand on regarde les faits, il est possible qu'ils aient participé en groupe à quelque chose finalement où ils voulaient entrer quelque part. Bon, on n'en est pas sûr, on va pas aller plus loin. Et puis il y a aussi toute une mentalité, les grands frères du quartier qui disent que la police effectivement est un gang opposé, un gang qui nous veut du mal. Il y a aussi les parents qui font grandir des gamins dans le ressentiment de la France et dans l'espèce de fable comme quoi la police serait structurellement raciste. Si vous êtes un gamin un peu influencé par ce genre de discours, forcément quand vous voyez un policier, vous avez un peu peur. Si vous avez grandi dans un quartier où même si vous l'avez jamais vu, mais vous avez écouté tout le monde vous dire attention, la police tue, le jour où ils essayent de vous arrêter, si vous êtes un gamin et que vous n'avez pas encore grand-chose dans la tête, bah ça fait un peu peur. Vous vous dites non, non, moi je veux pas qu'ils m'arrêtent. Et du coup, ça crée ce genre de situations qui sont des situations dangereuses. Mais encore une fois, c'est pas la faute de la police là. La police fait son travail, elle court après les voleurs, que ce soit des voleurs avérés ou potentiels. C'est le travail de la police d'arrêter les gens. Voilà. Je voulais juste en dire ça. D'autant plus qu'à l'époque, on ne disait pas encore en 2005 la police tue. Donc, voilà, la première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a toute une mentalité où déjà, quand on t'explique, gamin, que la France est un pays raciste et qu'elle a humilié tes ancêtres, comment tu peux avoir du respect pour ce pays et pour ses lois? Donc déjà, ça pose déjà un problème. On est dans dans une sorte de forme de revanche postcoloniale avec une mentalité qui va être défiante et qui va considérer que tout ce que fait la police, et donc la France, parce que la police représente la France dans ces quartiers, c'est quelque chose qui n'est pas légitime et qui ne peut pas être accepté. Voilà. Ensuite, sur ce que tu disais, les risques statistiques dans certains quartiers, effectivement, dans les quartiers à forte immigration extra-européenne, il y a plus de violence, plus de trafic. C'est juste un fait statistique. Donc c'est là que la police forcément va concentrer ses efforts, même si elle a un petit peu de mal à rentrer dans ces quartiers parce que on a toujours peur qu'il y ait des tensions. Voilà, il y a des consignes qui sont données dans les commissariats, dans les gendarmeries pour ne pas aller mettre les pieds dans certains quartiers pour éviter qu'il y ait, parce que comment dire, l'arrivée de ces forces de police dans ces quartiers est toujours vécue comme une provocation. Mais il y a une réalité statistique qui fait que ce sont dans ces quartiers où il y a le plus de faits de violence et de trafic. Donc, c'est pas de la faute de la police si, on va dire, 70% des personnes qui habitent dans ces quartiers sont d'origine, on va dire, extra-européenne, et que certains vont se faire contrôler. Alors, ils vont pas être contrôlés 10 fois dans la journée, ça n'est pas vrai.
Mais il y aura plus souvent des contrôles dans ces quartiers qu'à Neuilly ou qu'à Versailles. Voilà. Donc, et pour cause. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Alors, il y a aussi autre chose. Euh, Tout cela, c'est quand même le résultat d'un fiasco, un fiasco sur l'intégration. Et ça ne pouvait mener qu'au fiasco parce que l'intégration a remplacé l'assimilation. Et à partir du moment où on est passé à l'intégration, on a été mis devant le fait accompli, c'est-à-dire on fait venir les gens et on va les intégrer. Et advienne que pourra. Et à chaque fois que ça ne marchait pas, bah, c'était de la faute de la France et jamais de la faute de ceux qui ne voulaient pas s'intégrer. Alors qu'autrefois, on était plus sur l'assimilation. Et ça se jugeait individuellement. Et on a renoncé à l'assimilation parce qu'elle était devenue impossible par le poids de la force démographique. C'est au début des années 80 que le Parti socialiste défend l'idée d'intégration et ne parle plus d'assimilation. Pourquoi? Parce que tout cela prend ses sources dans la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, en France, les Algériens qui étaient en France étaient surveillés par les bureaux du FLN. Il y avait des hommes qui étaient chargés de surveiller les Algériens et de percevoir l'impôt révolutionnaire. Les Algériens devaient donner 9% de leur salaire tous les mois, mais aussi des impôts ponctuels à l'occasion de certaines fêtes musulmanes. Ils devaient aussi avoir un certain comportement qui cadre avec la loi islamique, avec la comment dire l'identité islamique. Et par exemple, il ne fallait pas faire son français, c'est-à-dire que vivre comme un Français, laisser les filles avoir des copains, des petits copains français, c'était impossible. Les gens étaient punis et ils avaient peur. Donc ils faisaient très attention à cela pour ne pas passer pour des traîtres à leur communauté. Et ça s'est encore plus aggravé avec les accords d'Évian, puisqu'après les accords d'Évian, on a demandé aux Algériens qui étaient en France de faire un choix entre la nationalité française ou la carte de séjour. Voilà. Donc, s'ils prenaient la nationalité algérienne, ils avaient la carte de séjour. Et très peu ont pris la nationalité française parce qu'ils avaient encore de la famille en Algérie et ils avaient peur de retourner au pays et d'être considérés comme des traîtres. Et c'est ça qui a mis un, comment dire, ça a été à partir de ce moment-là qu'il y a eu un tournant dans la politique d'immigration en France, c'est-à-dire que le blocage, il a pris germe durant la guerre d'Algérie. Et on pourrait même dire que cette situation, c'est le fruit de ce qui s'est passé au 19e siècle en Algérie, au début de la colonisation, et notamment avec le Senatus Consult en 1865, où la République française propose c'est pas la République, c'était sous Napoléon III, c'est avant la guerre perdue contre la Prusse. La France propose aux Algériens musulmans d'adopter la nationalité française en échange de l'abandon des 5 coutumes coraniques qui allaient à l'encontre des valeurs françaises. Et très peu accepté parce qu'ils avaient... C'est-à-dire, excuse-moi David, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, on reconnaissait que les 5 piliers de l'islam, en fait, sont contraires, c'est pas rien, sont contraires à la civilisation française. On n'arrive plus à le dire aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait 5 coutumes coraniques qui posaient problème. Par exemple, le droit d'héritage pour les garçons qui était 2 fois supérieur à celui des filles, le droit à la polygamie, le droit de se marier avec des gamines. Il y avait comme ça 5 coutumes coraniques qui posaient vraiment des gros problèmes et qui n'étaient pas acceptables en termes civilisationnels. C'était quelque chose qui choquait beaucoup les Français, les Occidentaux. Et ceux qui acceptaient étaient considérés comme des traîtres et étaient menacés de mort. À l'époque, on dit les Algériens, les chefs religieux disaient accepter la citoyenneté française, c'est pire que l'apostasie. C'est comme l'apostasie. Mince, j'ai perdu mon écouteur. C'est pire que l'apostasie. Et ceux qui l'acceptaient étaient menacés de mort, étaient parfois tués. Mais du coup, David, tu nous parles de ça, mais comment tu fais le lien entre Zied et Bouna et ce dont tu viens de nous parler, en fait? Où est le problème entre Zied et Bouna et le fait qu'on n'intègre plus, qu'on n'assimile plus? Après, on va aller plus loin dans ce questionnement autour de l'assimilation, de l'intégration et du rapport qu'il y a avec la démographie. Mais d'abord, comment tu fais la connexion entre ces deux analyses, en fait? Eh bien, en réalité, comment dire, l'immigration la plus, on va dire, la plus importante, comment dire, en termes d'altérité civilisationnelle, c'est celle qui est centrale en France depuis les années 50-60, c'est l'immigration algérienne. Et elle a porté
cette idée que ne pas s'assimiler, ne pas s'intégrer, c'était une plus-value morale pour elle, il fallait résister. On était dans une logique de revanche postcoloniale et de continuation de l'idée qu'il fallait refuser ce que la France avait tenté d'apporter en Algérie aux musulmans. Mm. Et donc, les gens n'ont pas traversé la Méditerranée comment dire, en oubliant leur culture, en oubliant leur histoire, en oubliant ce qui s'était passé avec la colonisation, et d'un coup de baguette laïque, tout se serait effacé, et puis ce serait devenu des petits frontons républicains ambulants, liberté, égalité, fraternité, et pourquoi pas laïcité derrière, des gens qui deviendraient, en traversant la Méditerranée, francophiles, philosémites, gay-friendly, féministes, universalistes, laïcs. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Les gens viennent avec leur bagage culturel et plus ils sont nombreux, plus ils vont l'entretenir. Et donc on a créé comme ça comment dire, des foyers ethniques et religieux, identitaires, par le jeu de l'immigration de masse, mais aussi par le jeu comment dire, du logement urbain, c'est-à-dire que forcément, quand on arrive d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, on est prioritaire dans l'accès aux logements sociaux. On est prioritaire parce on a forcément moins de revenus que les plus pauvres des Français de souche qui sont dans les quartiers populaires. Donc on devient prioritaire. Et ensuite, le jeu du regroupement familial, les mariages arrangés font qu'on va aspirer encore plus de monde dans le même quartier, dans le même immeuble, dans la même rue. Et le résultat, c'est qu'on va reproduire la culture du pays d'origine, dont cette revanche postcoloniale qui est fortement aussi alimentée par le gouvernement algérien. Et Donc, qu'est-ce que il y a beaucoup de gens qui vont se bah, greffer là-dessus. mais qu'est-ce que tu réponds du coup aux gens de gauche qui vont te dire oui, t'as raison David, écoute, on fait la même analyse que toi, mais enfin laisse-leur le temps, par la force des choses, ils vont s'intégrer, ils vont s'assimiler. Alors s'assimiler à gauche, non, le mot est interdit, hein, c'est d'extrême droite, on est d'accord. Mais en tout cas, ils te disent non mais ils vont s'intégrer, t'inquiète. Moi, hier, je discutais avec quelqu'un comme ça de gauche que j'ai croisé dans la rue, on débat souvent sur Facebook, et il me disait non mais ces gens-là, en fait, moi je fais le pari que à notre contact, ils vont finalement voir. Alors il le dit pas comme ça, mais c'est ce que j'ai perçu de son discours. Ils vont voir notre supériorité éthique, ils vont voir que notre civilisation est la meilleure, et du coup ils vont finalement, dans un espèce de mimétisme magique, ils vont se mettre à nous imiter d'un coup comme ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens? Eh bien, je leur dis que ce qu'ils racontent là, c'était ce qu'on racontait en 89 à l'époque des premiers voiles, avec notamment l'affaire Creil, et que on avait des gens du Parti socialiste qui venaient tenir, comment dire, des discours dans les médias, qui allaient de studio en studio pour nous expliquer que ça n'était qu'un petit phénomène, que d'ici une ou deux générations, on ne parlerait plus du voile, que ce serait terminé, qu'à notre contact, qu'au contact de l'école républicaine, et ça on dit oui, oui, on y croit beaucoup à l'école républicaine, l'école a un grand rôle à jouer dans l'intégration, tout cela, ce sera du passé d'ici une ou deux générations. On est maintenant plus de 35 ans plus tard, et c'est une catastrophe, c'est pire qu'avant. Donc, non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, pourquoi? Parce que, en fait, on parle aussi d'islam, non pas seulement en tant que religion, mais en tant que civilisation. Et la masse démographique fait que c'est très difficile de s'assimiler. On va plutôt se tourner vers les gens qui nous ressemblent et qui entretiennent ce qui vient des pays d'origine. Et l'islam, au contact de la modernité occidentale française, va plutôt se raidir d'un point de vue identitaire plutôt que de s'ouvrir. Ben c'est Parce ça. que C'est ça, pardonne-moi David, je te coupe juste pour que les gens comprennent bien. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer ce que tu viens de dire et je suis d'accord. C'est que simplement, il faut comprendre que si on a trois familles qui viennent du Maghreb, qui sont originaires du Maghreb, dans un village de 2000 habitants, il faut comprendre que ces gens ont un intérêt à s'adapter pour pouvoir socialiser avec les gens qui y a autour d'eux. Si jamais ces familles passent à 50 familles sur 2000 habitants, ils vont se regrouper, vivre ensemble, et ils n'auront plus du tout finalement cet intérêt à s'assimiler à la population, ils auront reproduit une micro-société. Donc le jeu démographique est très important dans ce cas-là, tu as raison. Mais c'est ce que dit Driss Ghali. Il dit l'assimilation est comment dire, c'est un sport de haut niveau. C'est-à-dire, il faut être capable, je vais pas dire de rompre avec sa culture, sa famille. Il faut accepter le conflit avec sa famille. Il faut accepter d'être courageux. Il faut accepter de passer pour un traître. Alors quand c'est juste auprès des parents, ça va.
quand tout ton quartier n'est pas islamisé, on va dire entre guillemets culturellement, les parents, c'est douloureux pour eux, mais ils finissent par s'y faire et les jeunes s'épanouissent. Mais lorsque les parents ont peur, parce qu'on est face à des structures claniques, il faut savoir qu'au Maghreb, on fonctionne en clan et que ce sont des sociétés de la honte et de l'honneur. On ne veut pas qu'on dise du mal de nous et de ce que font nos enfants. Et si Mm. on arrive dans un quartier et qu'on considère que tu te rends compte, sa fille, qu'est-ce qu'elle fait, et son garçon, ils n'ont pas un comportement vertueux, ils ne respectent pas la tradition, l'islam, les parents vont être d'autant plus durs avec leurs enfants qu'ils auront peur du regard des autres personnes de la communauté. Moi, je le dis dans mon livre, quand ma mère a ramené mon père, ma grand-mère Fatima a dit à ma mère Auria, Auria, s'il te plaît, ne viens plus avec ton français, tu nous fais la honte. Mm. Voilà, parce qu'elle avait peur du regard des autres. Donc, regrouper les gens issus des mêmes origines, du même, qui ont le même, comment dire, patrimoine culturel, ça pose un problème, d'autant plus que ce sont des structures claniques. Alors, bien sûr, on va dire toutes les cultures sont belles, sont formidables. Oui, mais la culture française, c'est celle qui nous convient le mieux. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que toutes les autres, mais c'est celle avec laquelle nous sommes le plus en phase et qui nous permet de mieux nous épanouir. Et je suis persuadé, moi je connais beaucoup de jeunes d'origine algérienne ou marocaine qui ont été éduqués qui ont vécu dans des quartiers où il n'y avait pas la pression communautaire et qui sont beaucoup plus épanouis aujourd'hui que ceux qui vivent dans le ressentiment, dans la violence, ou dans un islam traditionnaliste qui font qu'ils sont corsetés et qu'ils voient ceux qui ne sont pas musulmans comme des gens comment dire dont le comportement est un affront permanent à leur vertu religieuse. Donc Ben, c'est ça. J'aimerais placer une parenthèse. C'est comme le dit le psychanalyste américain très connu Jordan Peterson. Le rôle des parents, c'est d'enculturer leurs enfants dans la société dans laquelle ils vivent. Si jamais ils ne font pas ça, en fait, la société va rejeter ces enfants parce qu'ils seront inadaptés pour la société. Et en fait, c'est pas une histoire de racisme. J'en parle parce que souvent j'ai l'impression qu'on confond les deux. C'est-à-dire que les gens te disent, oui, mais la société française quand même, elle les rejette ces gens. Mais elle les rejette pas pour leur couleur, elle les rejette pas pour leur religion, elle les rejette parce qu'ils sont inadaptés à la société dans laquelle ils prétendent vivre et qu'ils vivent avec des valeurs qui lui sont contraires et ils la contestent. Et en fait, ces parents, en les faisant vivre, en faisant vivre ces enfants et en les faisant grandir dans des comment dire, dans des mœurs, dans des traditions et dans des conceptions qui ne sont pas celles de la société française, en France, eh bien, ils les préparent justement à une vie de rejet. Mais c'est les parents qui font ça, c'est eux qui font ce choix. Et ça, je crois que c'est important de le dire. ouais, tout à fait. Euh, et d'autant plus que quand même, la France fait vraiment beaucoup d'efforts. Quand tu vois dans les entreprises les politiques d'inclusivité et de mise en avant de la diversité, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus et de mieux que ce qui est fait. Et en plus, moi, j'observe une chose. On nous dit c'est les Français qui seraient racistes et qui rejetteraient les jeunes maghrébins, les jeunes musulmans. Moi, dans les quartiers où je travaille et parfois je voyage et je vais dans d'autres, je vois un peu ce qui se passe dans d'autres quartiers en France, je vois beaucoup de jeunes Français, on va dire de souche, qui se convertissent, qui acceptent les mœurs, les nouvelles mœurs majoritaires du quartier et qui trouvent dans les structures claniques, dans le tribalisme solidaire, des repères qu'ils ont perdus. Mm. D'ailleurs, ça pourra peut-être permettre de faire le lien avec ce qui s'est passé à l'île d'Oléron, avec ce type un peu marginal qui s'était réfugié dans un islam extrémiste, dans l'islamisme. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, on va en parler, mais avant ça, je voulais quand même qu'on revienne sur un terme que tu as employé, que tu as utilisé, que peu utilisent. C'est, tu as parlé de, non pas de religion islamique, non pas de religion musulmane, tu as parlé de civilisation. Pourquoi est-ce que tu parles de civilisation finalement quand tu parles d'islam et de ce qui vient finalement irriter, on peut pas le nier, la société française, se frotter à la société française, malgré, comme tu le dis, les efforts que fait cette société, il y a quand même des frottements, il y a quand même de la violence, il y a quand même des jeunes musulmans qui produisent de la violence au nom de l'islam sur notre territoire. Pourquoi est-ce que tu parles de civilisation, David? Mais parce qu'une civilisation, c'est ce qui s'agrège sur une religion. Voilà. Hmm. Donc, on pourrait croire on a juste trois religions abrahamiques, trois monothéismes issus à peu près de la même région du monde.
C'est pas tout à fait vrai. Le catholicisme n'est pas, comment dire, c'est un syncrétisme entre la République romaine, le christianisme primitif, la pensée grecque et le droit romain, donc la République romaine. Donc c'est pas tout à fait le christianisme primitif qui est né à Bethléem, à Nazareth. Non, c'est autre chose. Voilà. Et l'islam, ça n'est pas qu'une religion, c'est aussi une civilisation. Et c'est une civilisation qui a longtemps été conquérante, qui n'est pas du tout la victime qu'on présente aujourd'hui, parce qu'il y a eu la colonisation, c'est entre 80 et 130 ans selon les pays qui ont été colonisés. Mais pendant des siècles et des siècles, l'islam a été dominateur et faisait peur à l'Europe. L'islam a été arrêté à Vienne. Il a dominé pendant presque 700 ans l'Espagne. Donc on n'est pas face à une religion une civilisation de mauviettes. Et c'est une civilisation qui s'est construite sur des structures claniques. Et ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que le monde arabo-musulman, aujourd'hui, quand on regarde bien comment il fonctionne, les régimes sont tenus par des systèmes claniques. En Algérie, on parle du clan d'Oujda, c'est la famille chérifienne qui tient le Maroc. On a eu un moment en Tunisie, c'était la famille Ben Ali, la famille Boubarak en Égypte, Saddam Hussein qui était ticrite et c'était toute sa famille qui tenait l'Irak alors que les sunnites étaient minoritaires en Irak. C'était le clan de comment il s'appelle celui qui était en Syrie là qui est maintenant en Russie Assad. Assad, c'était la famille Assad et le clan Assad, elle est alaouite très minoritaire en Syrie qui tenait le pays. Donc ce sont des systèmes claniques. Et même en Algérie, au Maroc, les clans se mélangent peu. Et on marie pas les filles avec des hommes de clans voisins. Donc par le biais de l'immigration de masse, on a réimplanté ces systèmes claniques en France qui sont structurés par le tribalisme solidaire et par le rapport de force. Donc, plus on fait d'efforts pour être sympa, gentil, plus on met les petits couverts dans les grands, plus on fait d'efforts, plus on passe pour des faibles, plus on invite cette altérité civilisationnelle à nous écraser, à nous marcher dessus. Et ça, très peu de gens le comprennent. Voilà, moi je le sais parce que je viens de l'intérieur aussi. Donc, je sais comment ça fonctionne. Euh, et ça, les gens de gauche, en général, ne le comprennent pas. Ils pensent que plus ils vont faire d'actes de contrition, de repentance, plus ils vont ramper et mieux ça va se passer. Ah oui, ça va mieux se passer pour ceux qui veulent vous dominer. Ça, c'est clair et net. Ouais, on est d'accord. Et puis hier, encore une fois, je reviens à cette conversation parce qu'elle était caricaturale de ce dont tu parles. Je parlais avec quelqu'un que j'estime comme étant très à gauche, avec quelques relents gauchistes, même s'il fait beaucoup d'efforts pour essayer de me comprendre. C'est quelqu'un qui me disait, oui, mais comme tu le disais, il faut qu'on fasse des actes de contrition. Et puis quand je lui parlais des faits, de la réalité, parce que moi aussi, je viens de banlieue, j'ai été musulman 10 ans, donc je connais un peu aussi. Et nous, on a vu ces choses concrètement, et ces gens-là te disent, non, mais ce que tu dis n'existe pas. Ils ont dans leur tête un immigré fantasmé qu'ils ne connaissent pas. Ce sont des gens qui ont grandi dans des jolis quartiers ou dans des jolis villages, mais qui te disent, écoute, ce que tu as vécu, ils te le disent pas comme ça, mais leur discours te fait comprendre, ce que tu as vécu n'existe pas en réalité. Le musulman, l'immigré, l'altérité, il est comme moi, je le pense dans ma tête, cette belle utopie. Sauf que ça n'existe pas, et que la réalité, ça ne fonctionne pas. Puis ce sont aussi des gens extrêmement, non pas pacifiques, mais pacifistes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui souhaitent la paix, mais qui sont capables d'aller jusqu'à la guerre pour obtenir la paix. Ce sont des gens qui, pour eux, c'est une religion. La paix, ils auront un terroriste qui leur mettra une kalachnikov sur la tête, ils lui feront avec lui de la communication non violente. Il faut à un moment comprendre que quand quelqu'un vous humilie, vous crache dessus et essaye en fait finalement, eh bien le rapport de force, il faut lui renvoyer ce rapport de force. Il n'y a pas d'autre solution en réalité. Et plus on est faible et plus on baisse la tête et plus finalement pour reprendre le dessus, ça va être violent. C'est pour ça qu'il ne faut pas être faible parce que c'est aussi en fait être fort, c'est aussi en fait vouloir la paix et c'est protéger cette paix dans laquelle on vit quand même encore malgré les multiples tensions. C'est en train un peu de craquer quand même partout. Je voulais avancer un petit peu. Pardon, vas-y, si tu voulais Ouais. réagir. Non, mais tu as raison. D'ailleurs, je remarque une chose. Dans le monde musulman, lorsqu'on regarde un petit peu quelles sont les grandes figures du monde musulman, il n'y a pas de figure pacifiste.
hum, Il n'y a pas l'équivalent d'un Gandhi ou d'un Jésus, hum, de non-violence. Non, ça, c'est pas quelque chose, pour beaucoup, ça n'est pas quelque chose d'exemplaire. Ça hum. n'existe pas. Et puis du coup, oui, je te disais, je voulais avancer après cette constatation sur le fait que finalement tu nous parles d'une civilisation islamique qui repose sur une religion, comme toutes les civilisations, tu l'as dit. Mais du coup, si c'est une civilisation, c'est plus qu'une religion, donc il y a d'autres mœurs, d'autres coutumes, d'autres manières de vivre qui sont au-delà de la religion et qui sont sur la civilisation. Mais du coup, est-ce que la laïcité suffit pour protéger une civilisation d'une autre qui lui est antagoniste? Ah non, je le crois pas. Alors, ce que je vais dire, c'est choquant, mais utiliser la laïcité pour régler le problème de l'islam en tant que civilisation et en tant que religion, c'est se mettre le doigt dans l'œil. C'est même, je dirais, renforcer la puissance de l'islam en tant que civilisation. Hmm, Euh, Pourquoi? Parce que les outils de la laïcité ont vraiment été taillés sur mesure pour le catholicisme. Et là, on a autre chose, on a un autre objet théologique, c'est une autre anthropologie. Donc, on tape toujours à côté et on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. hmm, Euh, la loi de 1900, par exemple, dans l'islam, euh, il y a l'islamisme. Alors, l'islam n'est pas l'islamisme, mais d'un point de vue des textes, d'un point de vue théologique, les islamistes contemporains n'ont pas inventé la charia et le djihad. Tout cela est très codifié dans les textes de l'islam, que ce soit dans le Coran, dans la Sunna, dans la Sira. Et le droit islamique s'est figé au XIe siècle. Bon, si tout cela est appliqué, et ça a été modernisé par les frères musulmans, on arrive dans une société totalitaire. hmm. La loi de 1905 n'est pas en mesure de combattre un totalitarisme. C'est comme si on disait, si le nazisme ou le bolchevisme étaient des religions, qu'on mettait un dieu en haut de tout ce programme, et qu'on nous disait, mais il suffit d'appliquer la loi de 1905, et vous allez voir, il y aura plus de nazisme, il sera contenu, il y aura plus de bolchevisme. Moi, je trouve ça, quand j'entends des intellectuels parler de laïcité pour l'islam en tant que civilisation et en tant que religion, je me dis, mais comment ces gens si intelligents qui ont fait de telles études peuvent se tromper à un point pareil? C'est vraiment. En plus, bon, la loi de séparation qui concerne les églises, on est face à une église catholique qui a un système vertical hérité de l'Empire romain. C'est quelque chose qu'on a imposé aussi aux Juifs en France, aux Français de confession juive, en leur demandant d'avoir aussi une hiérarchie avec le consistoire juif. Bon, ça concernait pas beaucoup de juifs à l'époque, ça devait être, je sais pas, 50 000, 40 000, 50 000 juifs à cette période du 19e siècle. Mais l'islam n'a pas cette structure pyramidale verticale. Donc on a essayé en Algérie, puisqu'on a créé un islam colonial qui était surveillé par le gouverneur d'Alger. Donc on finançait les lieux de culte, on salariait les imams, on avait même mis à disposition des fidèles algériens les compagnies maritimes pour qu'ils puissent faire leur pèlerinage à la Mecque, mais à chaque fois qu'ils revenaient, ils étaient beaucoup plus radicaux, donc ça devenait dangereux. On a essayé d'avoir un islam colonial pour pouvoir le cadrer. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que ceux qui acceptaient d'être cadrés par la France, par l'État français, étaient considérés comme des gens qui trahissaient l'islam. Donc Hmm, ça a créé un deuxième islam, l'islam des oulémas de Ben Badis, qui lui demandait à ce que la loi de 1905 soit appliquée pour être beaucoup plus libre et faire un peu ce qu'il veut. hmm. Donc c'est pour ça que moi je pense que la laïcité, la loi de 1905, n'est pas du tout la solution par rapport à cela. Il faut d'abord penser civilisation, démographie et peuplement urbain. Si on reproduit systématiquement, comme on l'a fait en Seine-Saint-Denis, à Marseille, à l'île Roubaix-Tourcoing, les structures claniques des pays d'origine, on n'aura aucune prise sur ce qui se passe. Bien sûr, on aura toujours des gens à sortir qui seront exemplaires à la marge, qu'on pourra montrer comme des exemples de laïcité, mais sur la masse, on aura très, très peu de résultats. Mais c'est ça, je suis assez d'accord avec toi. Et moi, je voulais juste ajouter à cela que souvent on réduit la laïcité à la loi de 1905. Et dans le cadre réflexif des civilisations, j'aime à rappeler que, sauf quelques exceptions, quelques très rares exceptions, la laïcité ne s'est développée qu'en civilisation chrétienne. C'est pas le hasard en fait. Et Non, c'est j'aime à pas un hasard. rappeler également que la laïcité est un concept philosophique
que certains vont aller dater au traité de Westphalie. C'est là que ça commence, c'est-à-dire la première fois que les États européens dans le monde se disent, bon, on va peut-être arrêter de se faire la guerre pour des questions religieuses. Ça a commencé là, et ensuite c'est 500 ans de philosophie et de, comment dire, d'évolution philosophique ininterrompue qui aboutit à la laïcité qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que la laïcité, c'est pas juste une loi comme ça qui a émergé comme ça. Tiens, il y a quelqu'un qui a eu une révélation. C'est pas une révélation, la laïcité. C'est 500 ans de développement civilisationnel en Exactement. Occident. C'est ça la laïcité. Et Et je pense que c'est important de le comprendre. Pardon. oui, oui, tu as parfaitement raison. C'est vraiment spécifique à l'Europe chrétienne, gréco-romaine. D'autant plus qu'au départ, le catholicisme, qui est adossé au pouvoir temporel monarchique, c'est une création artificielle, c'est-à-dire que Rome décide de récupérer le christianisme pour en faire la religion de l'Empire. Hmm. Donc, le christianisme n'est pas né pouvoir temporel, n'est pas né politique. C'est 480 ans après qu'on décide, ou 430 ans après, avec Constantin, de l'adosser au pouvoir et qu'on crée artificiellement une structure verticale pyramidale avec un pape et voilà. Et donc, l'islam n'est pas du tout dans cette même dynamique. Sa genèse, dès le départ, il est politique. Avec l'Hégire, il est politique. Tout est imbriqué, donc c'est beaucoup plus compliqué. On ne trouve pas dans les évangiles de textes pour régenter politiquement, juridiquement, ou faire la guerre dans la cité. Non. Mais dans l'islam, tout cela est très très bien codifié. Donc c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, sur la loi de 1905 et la laïcité à la française, c'est un particularisme français. Et pour parvenir à imposer la laïcité, non pas à l'islam, mais à des individus musulmans, il faut les franciser, donc il faut les assimiler. À partir du moment, je disais souvent lorsque j'avais des débats avec des militants d'associations laïques, je leur disais, faites-en des Français, vous en ferez des laïcs. Vous voulez en faire des laïcs sans en faire des Français, si ce n'est d'un point de vue administratif. Voilà. Et ça les mettait foudrage. C'était pour eux, il y avait quelque chose, il y avait un non-dit derrière. C'était la haine de la civilisation française et de son identité culturelle. Il réduisait la France à une sorte de laïcistan fantasmé, euh, en vidant, en D'autant plus vidant la France de tout ce qu'elle pouvait être à côté. complètement, et d'autant plus pour aller dans ton sens, d'autant plus que certains dirigeants arabo-musulmans ont essayé de laïciser leur pays. Ça s'est toujours soldé par un échec. Ils ont dû faire preuve de beaucoup de violence. En Et plus. lorsqu'on parle des violences qui ont été utilisées pour essayer de laïciser, que ce soit la Turquie ou la Tunisie, quand j'en parle avec des militants d'associations laïques, ils disent ah non, on ne peut pas faire ça. Ah bah, Voilà. voilà, c'est-à-dire que ces dirigeants arabo-musulmans ou turcs savent très bien comment ça se passe dans leur pays, avec leur peuple. Il faut le rapport de force. S'il n'y a pas le rapport de force, vous n'arrivez à rien. Euh, après, parce que forcément qu'il faut un rapport de force, puisque cette laïcité est fruit d'un long processus de maturation civilisationnelle. Et ça se fait pas en claquant des doigts et en arrivant. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'assimilation, et je pense qu'une bonne assimilation se joue sur 3 générations. Voilà. Donc, il faut être patient, il faut être humble, et il faut faire attention comment dire, à la masse migratoire, parce que sinon, ben, on condamne cette assimilation et on pourra dire au revoir à non seulement à la laïcité, mais aussi à la démocratie et à beaucoup de valeurs qui sont les nôtres, que ce soit l'égalité homme-femme, les droits des homosexuels, des minorités qui sont non musulmanes, mais aussi à tout ce qui est notre patrimoine culturel, parce que c'est pas rien. On peut pas comme ça, euh, comment dire, considérer que c'est juste accessoire. Je suis désolé, mais dans l'idéal, on pourrait peut-être appliquer la loi de 1905 et avoir un pays complètement islamisé, comme, je sais pas, l'Algérie ou le Pakistan. Mais de quelle France on parle à ce moment-là? Complètement. Et Voilà. je voulais qu'on avance et qu'on parle finalement du cas là qu'il y a eu récemment, ce fait divers où un jeune converti, récemment converti, eh bien s'est mis à rouler sur des individus et quand il a été arrêté, eh bien c'était encore une fois, je dis encore une fois parce que c'est important de le noter, les gens nous disent non mais c'est des faits divers, des cas isolés. Encore une fois,
criaient Allah Akbar, encore une fois au nom de l'islam. Et je voulais juste placer une parenthèse avant de te poser ma question. C'est simplement les gens qui nous disent, ou sur ma chaîne, ou sur Facebook, qui me disent, oui, c'est toujours de l'islam dont tu parles, il y en a marre, pourquoi tu parles pas des autres religions? Bah, j'ai envie de répondre à tous ces gens, écoutez mes garçons, le jour où des shintoïstes viendront tuer une rédaction dans mon pays, le jour où des shintoïstes demanderont des prières de rue, le jour où des shintoïstes demanderont des repas différenciés dans les cantines de mon pays, et le jour où des shintoïstes feront des attentats en masse dans mon pays, crois-moi que je vais m'intéresser à eux avec la même ferveur que je le fais avec l'islam. Malheureusement, on n'a qu'une religion et qu'une civilisation qui fait ça sur notre territoire. Voilà pourquoi je parle toujours de ça. Et encore une fois, on a donc un cas à l'île d'Oléron. Qu'est-ce que tu penses de ce jeune radicalisé, récemment radicalisé, qui roule sur des gens, David? Ben, je pense que c'est vraiment là où on se rend compte que comment dire, dans la jeunesse française, il y a une partie de cette jeunesse qui est complètement en perdition, qui est en perte de repères et qui peut trouver dans l'islam, je ne sais pas si elle y trouve des réponses, mais en tout cas, Un cadre, des peut-être? satisfactions. Un cadre, oui, il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a des repères avec des lois très strictes, très simples à comprendre, et ça peut faire basculer pas mal de gens. Moi, je vois beaucoup de, alors bien sûr, ce sont pas non plus des djihadistes, mais je vois beaucoup de jeunes en déshérence culturelle qui finissent par se convertir à l'islam, parce que c'est devenu aussi la religion, on va dire, majoritaire, et puis en plus, on ne dit que du bien de l'islam dans les médias. Curieusement, plus il y a des problèmes liés à l'islam en tant que dans sa dimension, on va dire, politique, guerrière, plus il y a de problèmes, plus on a un contre-discours, mais une contre-propagande médiatique qui nous dit que l'islam est une religion géniale, pardon. Donc, ça ne peut que, il y a une sorte de voiture balai à chaque fois, après qu'il y a des attentats, des meurtres, des massacres, il y a une voiture balai qui vient réhabiliter l'islam et qui va amener les gens dans cette religion, parfois à se convertir. J'étais très surpris après les massacres du Bataclan. J'étais à Cultura, au rayon politique, religion et tout. Et il y avait pas mal de gens qui venaient. Il y avait tout un stand avec des livres, avec le Coran, avec les hadiths, avec ce que c'était le Ramadan, des tas de livres sur l'islam. Et les gens venaient, ils étaient curieux et ils avaient l'impression de faire un acte humanitaire, d'humanisme, en venant acheter des livres sur l'islam pour bien se convaincre que ce qu'on voyait, ça n'avait rien à voir avec l'islam. Voilà. Et, et dans On ces forme ces quartiers, gens, on forme ces gens, pardonne-moi, petite parenthèse, on forme ces gens à ne pas voir ce qu'ils voient. exactement, ouais, il faut surtout pas qu'ils le voient parce que c'est très inconfortable. Euh, c'est très inconfortable parce que ça, si on voit ce qu'on voit, ça signifie qu'il va falloir avoir du courage. Mhm. Alors, il vaut mieux maquiller sa lâcheté en une sorte d'humanisme d'opérette, parce qu'en plus, si tu veux, Cyril, quand tu dis des choses très agréables sur l'islam, sur l'immigration, ou quand tu trouves des excuses à la violence de certains jeunes dans certains quartiers, eh ben, tu vas avoir un bonus social. Mhm. Tu rentres dans une certaine forme de conformisme social et tu seras une belle personne auprès de ton entourage. Celui qui va dire ce qu'il voit, ça va être un oiseau de mauvais augure, un empêcheur de tourner en rond, et lui, on va lui demander de se taire. On va d'abord le rabrouer, on va le mettre à l'index, on va lui tirer l'oreille gentiment en disant mais t'es un vilain petit gardement, qu'est-ce que tu dis là? Et puis après, on va progressivement l'isoler, en faire un paria social. Oh, lui, hein, quand il parle, hein, vous avez vu, il a des sujets quand même qui posent problème. Donc, il faut pas parler de ces choses-là parce que sinon, tu vas te retrouver isolé. Moi, j'ai connu ça. Hein. Attends, Ouais. je perds mes écouteurs. Euh, voilà. Et donc, j'ai connu ça parce que venant de l'intérieur, je savais ce à quoi on avait affaire et j'ai essayé d'expliquer ce qui se passait. Et en fait, je dérangeais. Je dérangeais parce que les gens ne voulaient pas en entendre parler. Ils le voyaient aussi, mais il préférait adopter le langage, on va dire, de la diplomatie sociale contemporaine, parce qu'ils ont très bien compris que s'ils ne veulent pas avoir d'ennui, il vaut mieux pas en parler. Mais ce qui est terrible, c'est que, bon, bah d'accord, on peut pour soi-même dire, bon, je vais pas en parler, je vais pas avoir d'emmerde.
Mais de là à essayer de mettre à mort socialement celui qui a le courage que vous n'avez pas, là, ça pose beaucoup plus de problèmes et on rentre dans une tyrannie de l'idéologie dominante. Et je pense que c'est très dangereux pour la démocratie parce que la démocratie, c'est le débat, c'est la contradiction. Et à partir du moment où on n'a plus le droit de penser différemment que ce que les médias mainstream nous abreuvent tout au long d'une journée, si on ne peut plus avoir une pensée différente et qu'on est mis à mort socialement, on met en danger à terme la démocratie. Effectivement, et je conseille le livre de Samuel Fitoussi que tu as lu aussi, son dernier essai, Ouais. Pourquoi les intellectuels se trompent, qui explique ça, je trouve, avec beaucoup de talent. Euh, Effectivement ce qu'a dit Samuel Fitoussi, ce qu'a écrit Fitoussi, c'est très très éclairant. Et mais le pire dans tout cela, c'est que ça ne concerne pas que les intellectuels. C'est-à-dire 40 ans de propagande dans les médias mainstream font que dans les classes éduquées, classe moyenne un peu bourgeoise, ce même processus de mise à mort et comment dire de tuer socialement les dissidents de la pensée unique, c'est mis en œuvre aussi. Et moi, j'ai failli tout perdre à cause de ça, parce que justement, je disais juste ce que je voyais, donc c'était insupportable. Et je l'ai payé, je l'ai payé très très cher. Je m'en suis remis, ça a été compliqué, mais ça peut aller très loin, que ce soit Complètement. au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau affectif, on peut le payer très très cher. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je leur conseille évidemment ton livre. Pour revenir à ce fameux converti, moi je vais me fier encore une fois sur ce que j'ai vu et senti, c'est-à-dire ma propre expérience. Et c'est vrai que l'islam, là je vais être un peu critique avec la civilisation occidentale et plus particulièrement la civilisation française, c'est qu'on est quand même dans une société ultra-libérale où on n'a plus aucune autorité, on ne respecte plus rien, on a fait de l'abaissement de tout ce qui faisait les structures de la civilisation occidentale un sport de haut niveau. Et donc moi je me dis, parce que c'est ce qui m'est arrivé quand moi je me suis converti à l'islam quand j'avais 15 ans, c'est qu'en fait l'islam offre aussi un cadre, elle offre un sens, elle offre une famille, même si elle est virtuelle et qu'on verra que cette famille est extrêmement étouffante du point de vue intellectuel et du point de vue des libertés, mais n'empêche que ça offre tout ça quand on n'a rien, alors que la société, la civilisation occidentale ne l'offre peut-être plus. Je vais finir pour illustrer mon exemple et pour le faire comprendre. Spinoza le disait, tous sont capables d'obéir. Très peu, très peu de gens sont capables d'eux-mêmes former leur propre éthique et de trouver eux-mêmes un sens à leur vie. C'est pour ça que les religions fonctionnent bien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans la société occidentale? Est-ce qu'on n'a pas des jeunes gamins qui n'ont plus de cadre, qui ne sont pas capables de s'en donner un à eux-mêmes, puisque peut-être aussi on pourrait dire qu'à l'école on leur donne plus les moyens intellectuels de le faire, et du coup bah, l'islam c'est un petit peu ce truc rassurant qu'on adopte parce que bah, comme tu le dis c'est à la mode, on en voit partout, on en dit du bien, puis finalement ça nous offre un cadre qu'on n'a plus ici. L'islam vient prendre la place de ce qui a été détruit après mai 68. C'est-à-dire qu'on a détruit tous les cadres, tous les repères, et on a fait de l'enfant un enfant roi. Et dans l'éducation nationale, il y a une idéologie, c'est que il ne faut pas avoir d'exigence, il ne faut pas avoir de discipline. On a des enfants dont les parents ne sont plus leurs parents, mais leurs copains, dans des familles déstructurées, avec parfois des mères qui élèvent leurs enfants seuls et qui n'ont plus aucune autorité sur leurs garçons. Quand le père est là, c'est plus le papa, c'est le copain, mais qu'on voit de loin et qui joue avec le fils à la console euh, quand il est présent. Donc, et comme il n'y a plus d'autorité, comme il n'y a plus, que ce soit à l'école ou dans la famille, l'islam va apporter des repères que plus personne ne propose. Et je vois beaucoup de filles aussi qui se convertissent à l'islam parce qu'elles vont trouver dans comment dire, le musulman ténébreux, un peu sûr de lui, la virilité perdue, comment dire, des garçons de sa culture. Et puis en plus, bon, d'un point de vue culturel, dans les villes, dans les quartiers, là où l'islam est dominateur, ce sont majoritairement des villes de gauche. Et la gauche, d'un point de vue culturel, a tendance à faire un peu de la tabula rasa, de la cancel culture, et elle met en avant l'islam et elle détruit, elle efface une culture dont on pourrait être fier, parce que la France a
a une puissance culturelle extraordinaire. Elle a un passé, une histoire, une littérature, une architecture, une gastronomie. Elle a de quoi, comment dire, remplir de fierté les Français. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de pulsion de mort culturelle qui anime la gauche. Euh, et forcément, l'islam vient prendre la place et propose quelque chose, propose un projet. En plus, quand on est dans les quartiers pauvres où on a un petit peu de mal à joindre les deux bouts, les solidarités des communautés maghrébines sont un appel à intégrer ces communautés parce que il y a une certaine forme de cocooning. On ne laisse pas mourir de faim quelqu'un, tout le monde mange à sa faim. Les mariages, tout le monde est invité, c'est assez convivial. Il y a une sorte de grande fraternité qui se met en avant, qui se fait voir. Et quand on vient d'une famille complètement déstructurée, avec des séparations, des divorces, parfois des femmes qui ont des enfants de 2 hommes, 3 hommes différents, et là on voit un cadre où tout le monde est tenu, ben, ça peut forcément plaire et séduire des gamins qui sont complètement paumés. Ce que tu veux nous dire, c'est que finalement, la gauche, elle a déconstruit la civilisation occidentale avec la virilité de ses hommes, avec les familles structurées, avec un sens. Elle a détruit tout ça en 68, enfin dans les années 60, mais voilà, avec Progressivement, oui. voilà, progressivement, elle a détruit tout ça, puis elle continue à le faire pour valoriser finalement une civilisation qui en fait reproduit tout ça. C'est-à-dire que la civilisation islamique, elle valorise aussi les hommes virils, elle valorise la famille structurée, elle valorise tout ça. On l'a vu d'ailleurs, il y avait un échange. Je propose à ceux qui nous regardent d'aller le voir entre Fatiha Boudjala et Sandrine Rousseau. Je trouve que c'était très parlant en fait, parce que eh bien on avait une Sandrine Rousseau qui nous dit toute la sainte journée le patriarcat, jusqu'à le traquer dans la langue, jusqu'à le patriarcat c'est dans le barbecue, le patriarcat qui finalement te dit cette même Rousseau qui déconstruit complètement, qui fait pas mystère, hein, elle déconstruit l'homme occidental, elle déconstruit l'Occident, et puis elle te dit, non mais les femmes voilées, c'est leur droit. Non mais elles ont le droit en fait, en vérité. Non mais c'est leur culture, c'est pas pareil. Eux, on n'a pas le droit de les déconstruire. Et c'est ça qui est fou en fait. C'est ce double standard. C'est là où on voit que ces gens, comme tu dis, sont dans une pulsion de mort de leur propre civilisation et non pas derrière finalement parce qu'on pourrait ne pas être d'accord avec leurs valeurs et avec leur manière de voir le monde, mais s'ils étaient au moins cohérents, on pourrait leur faire, comment dire, leur faire crédit de cette cohérence, leur dire bon, on n'est pas d'accord avec eux, mais au moins ils sont cohérents sur leurs valeurs. Mais là, en plus, ils sont même pas cohérents ces gens. C'est-à-dire qu'ils déconstruisent une civilisation pour finalement en mettre en valeur une autre qui propose les mêmes choses et parfois en beaucoup plus violent, en beaucoup plus et en beaucoup moins, comment dire. Quelque chose de moins structuré au niveau civilisationnel, c'est-à-dire des pulsions beaucoup plus brutales en réalité. Enfin, voilà, je sais pas ce que tu penses de cette analyse-là. Bah, oui, d'autant plus que cette gauche ne propose rien comme alternative. Elle C'est ça. déconstruit, elle détruit, et elle met en avant quelque chose qui n'a pas fait le bonheur des peuples arabo-musulmans dans, dans les pays où ils étaient, parce que sinon, je pense que si tout se valait, on aurait beaucoup de Français de souche qui prendraient une petite barcasse en Méditerranée et qui essaieraient de rejoindre l'Algérie, la Tunisie, la Libye ou le Maroc. Mais non, c'est le contraire qui se passe. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est quand même pas trop mal. Mais pourquoi vouloir détruire ce qui est pas trop mal? J'en parle dans mon livre. Ma mère faisait l'apologie de sa cousine Hassiba Ben Bouali, qui était une poseuse de bombes du FLN. Elle trouvait ça extraordinaire, que c'était très bien tout ça, mais pour profiter d'une émancipation que la France lui proposait et pas l'Algérie. Donc il y a quelque chose de très schizophrénique. J'en parle parfois avec des proches qui sont comme ça dans ce discours-là, mais je dis mais vous ne tiendriez pas 3 mois en Algérie. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Je dis c'est un discours de bourgeois confortable. Je suis désolé de le dire, mais ne détruisez pas ce qui vous permet aujourd'hui de cracher sur votre civilisation, sur votre pays, parce que ailleurs, vous n'aurez pas cette possibilité-là et vous aurez beaucoup moins de confort. C'est la fameuse phrase de l'intellectuel musulman, je me souviens plus de son nom, mais qui disait si les Arabes avaient le choix, ils voteraient dans leur pays d'origine pour un islamiste et ils viendraient vivre en Occident. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, quand on regarde les résultats des votes des diasporas algériennes, marocaines, tunisiennes ou turques, euh,
en France, elle vote majoritairement à gauche. Et lorsqu'il faut aller voter au consulat, lorsqu'il y a des élections dans le pays d'origine, on vote majoritairement pour l'islamiste du pays. Donc là, on a vraiment une définition quelque part de l'islamo-gauchiste. Voilà, et Erdogan qui disait que l'assimilation était un crime contre l'humanité. Donc là, tu vois, on retrouve tout quoi dans tout ça. Donc ouais, il faut revenir. Moi, j'aime bien le mot francisation pour être plus précis qu'assimilation, mais il faut revenir à une certaine forme de francisation. Alors, c'est pas un retour, comment dire, nostalgique à une France d'avant, mais il faut se réapproprier notre histoire, notre culture, et puis ne pas en avoir honte, tout simplement. Hmm. Alors, je voulais qu'on parle d'un autre sujet maintenant, qui est quand même connexe. Hein, ceux qui nous regardent et nous écoutent l'auront compris. Ces sujets sont quand même tous liés. Mais je voulais parler de ce qui s'est passé en fait au concert philharmonique, enfin à Paris. En fait, l'orchestre philharmonique d'Israël à Paris a été interrompu en fait par des pro-palestiniens dont certains étaient munis de fumigènes, provoquant des réactions physiques violentes de spectateurs et des mouvements de foule en fait extrêmement dangereux. Comment est-ce que tu analyses encore une fois ce fait social, ce fait divers, diront certains, où finalement encore une fois des pro-Gaza vont s'attaquer à des Israéliens et là, en l'occurrence, à des musiciens. On sait qu'ils boycottent Amir, qui lui aussi est un chanteur, mais ils se mettent à boycotter des gens qui font de la musique. Ces gens sont-ils devenus fous? Je, alors, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'acheter une plus-value morale dans un combat idéologique. Ils nous jouent un petit peu, si tu veux, euh, la résistance au nazisme des années de la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation. Ils nous jouent cette pièce de théâtre parce qu'ils considèrent que les Gazaouis, les Palestiniens, sont les Juifs de notre époque, les Juifs qui seraient en train de subir une sorte de Shoah anti-palestinienne. Donc pour eux, c'est comme cela. Et ils ont aussi le même réflexe idéologique pour les jeunes immigrés d'origine maghrébine, et notamment les Algériens, qu'ils considèrent comme des sortes de Palestiniens français locaux. Donc, Hmm. mais alors, je pense qu'il y a une grosse part de méconnaissance de ce qui se passe au Moyen-Orient et notamment entre Israël et la Palestine, notamment sur l'histoire de la Palestine mandataire, l'histoire comment dire, des conquêtes arabes et de ce que pouvaient être les contrées juives durant ces conquêtes, mais aussi durant l'Empire ottoman. Donc il y a une méconnaissance totale. S'ils savaient que à Gaza, on va dire 70% des gens sont pour les frères musulmans et pour le Hamas, mais que le Hamas c'est la branche armée donc des frères musulmans, mais que ceux-ci ont été les alliés historiques du Troisième Reich, donc ils sont en train de défendre des gens qui sont les alliés du nazisme et ils insultent ceux qui s'opposent aux frères musulmans de nazis, donc on marche complètement sur la tête. Qu'ils inventent un génocide qui est basé sur comment dire, des informations qui sont celles du ministère du Santé de la Hamas, donc invérifiables, avec un parti, comment dire, le, je veux dire un parti politique, une branche idéologique qui est une branche totalitaire, génocidaire, puisque c'est inscrit dans ces textes qu'il faut exterminer les Juifs d'Israël pour récupérer la Palestine du Jourdain à la mer. Donc, et ces gens, la puissance de la croyance idéologique font que tu peux leur mettre les textes sous le nez, les actes sous le nez et sous les yeux, et ils ne veulent pas le voir. Moi, j'ai des proches qui sont pro-Gaza. Lorsque je leur montre ceci, ils changent de conversation, ils ne veulent pas voir. Ça ne les intéresse pas. Ouais, en effet. Alors bon, on peut pas dire que de venir détruire, comment dire, parasiter un concert dans la violence, ce serait pour un gain électoral. Non, on est vraiment chez des fanatiques du pro-palestinisme. Et puis, il y a cette solidarité qu'on voit aussi, pour recoller avec les sujets qu'on traitait juste avant, ce qu'on appelle des solidarités civilisationnelles, dont nous parlait
le décriait Ung Dinzon, il nous disait que les gens ont des solidarités civilisationnelles. Et j'en veux pour preuve, moi, je le vois dans mes analyses et je le vois dans ce que disent les gens, mais je le vois aussi, et ceux qui veulent le voir pourront aller sur mon profil Facebook pour le voir. Je suis allé discuter avec ces gens, avec ces pro-palestiniens, et en les poussant un peu, j'ai vu déjà d'une qui voulait pas écouter les arguments. Tu as raison. Chaque fois qu'on leur sort des arguments, ils se mettent à hurler, ils se mettent à brailler ou à changer de sujet. Et en poussant un petit peu une de ces personnes, elle a fini par me dire, mais je lui dis, mais pourquoi eux, pourquoi pas d'autres? Enfin, il y a 132 conflits dans le monde, regarde au Soudan ce qui se passe, les kahlouches t'aimes pas, c'est quoi le problème en fait? Pourquoi tu choisis? Elle me dit, ouais, mais je peux pas choisir tout. D'accord, mais pourquoi celle-là? Pourquoi tu choisis cette? Mais c'est mon peuple, elle a fini par me dire, mais c'est mon peuple. Une Française qui a grandi ici, qui est d'origine maghrébine, mais qui a grandi sur notre territoire et qui nous dit, en regardant les Palestiniens, c'est mon peuple. Elle ne dirait jamais ça pour moi, elle m'a traité de français de souche. Je ne suis pas son peuple. Les Palestiniens sont son peuple. Il y a aussi des solidarités civilisationnelles qu'il faut entendre et qu'il faut voir et qu'il faut comprendre au lieu de les nier. Que, il y a des gens à gauche, tu leur parles de civilisation ou d'anthropologie comme tu l'as fait tout à l'heure. Ces deux mots-là sont des mots racistes. Les civilisations Ouais. n'existent pas. L'anthropologie, c'est une science réactionnaire. Ça n'existe plus. Donc, il faut quand même voir ça aussi, je pense, dans ce qui s'est passé ici. Et puis il y a aussi, il n'y a pas que pas que des gens qui sentent comment dire, une solidarité civilisationnelle. Tu as raison. Il y a aussi des gens qui se prennent pour des héros qui finalement résistent au fascisme d'aujourd'hui sans prendre trop de risques, hein, parce que finalement c'est eux les agresseurs. Donc ça c'est un truc que je ne comprends pas beaucoup. Et puis il y a une inculture chez ces gens qui est immense. C'est-à-dire qu'on voit ils sont dans ce que je crois que c'est Yana Greenspoon, mais d'autres, hein, c'est pas elle qui a inventé le terme, en tout cas elle le reprend, il nous parle de palestinisme, c'est devenu une religion finalement tout ça, non? Oui, c'est une religion. Mais d'ailleurs, dans mon livre, je parlais, je pense que j'en parle, où j'expliquais que ces jeunes qui partaient faire le djihad, qui étaient soit d'origine marocaine, tunisienne, algérienne, et qui partaient, pourquoi ils se sentaient plus solidaires d'Irakiens, de Syriens, de Palestiniens que de Français ou de Belges, parce qu'il y avait aussi beaucoup de Belges. C'est curieux. Et là, j'ai jamais eu de réponse. C'est comme si demain, on voyait des chrétiens partir faire la guerre sainte au Nigeria pour protéger les Nigérians chrétiens qui sont massacrés par les islamistes. Et non. Donc c'est là où la puissance civilisationnelle de l'islam montre quelque chose qui nous est complètement étranger en réalité. Ouais, c'est clair. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des actualités qui nous intéressaient, et puis on a essayé de leur donner un petit peu de profondeur, eh bien, avec ton analyse, et j'espère que, eh bien, ce sera des éléments de compréhension supplémentaires pour les gens qui nous écoutent et nous regardent, pour comprendre un petit peu ces faits d'actualité. Est-ce qu'il y a quelque Je voudrais chose que rajouter une chose, j'allais te le rajouter quelque proposer? chose par rapport au début aux émeutes de 2005. Hum, Il y a deux choses importantes à comprendre. D'abord, dans un premier temps, c'était juste le quartier qui s'était soulevé. On était là dans une sorte de solidarité clanique face à une force, on va dire, considérée comme coloniale, dans une sorte d'intifada locale. Mais il y a eu un affrontement ensuite entre forces de l'ordre et jeunes qui jetaient des cocktails Molotov sur la police. Il y a un gaz lacrymogène qui atterrit dans la cour d'une mosquée. Et c'est ce qui a déclenché une insurrection nationale à l'époque. J'ai discuté avec un haut fonctionnaire qui a été conseiller de 4 ministres de l'Intérieur et qui était présent lors des réunions de crise. Il m'a dit une chose, il m'a dit, lors des réunions de crise à l'Élysée, avec à l'époque c'était De Villepin le Premier ministre, Jacques Chirac Premier ministre, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il y avait des généraux, il y avait du beau monde, tout le monde était tétanisé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux faits nouveaux qui n'avaient jamais été vus en France à l'occasion d'émeutes. C'est que c'était la première fois où on tirait à balles réelles sur les forces de l'ordre et c'était les débuts d'Internet et des téléphones portables. Dans 57 quartiers, il me semble, si mes souvenirs sont bons, les attaques se synchronisaient dans 57 quartiers simultanément. Ça n'était jamais arrivé. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'époque, on avait à peu près, moins d'une centaine de quartiers sensibles, si tu veux. Aujourd'hui, on approche les 1500.
Donc on est sur une véritable poudrière. Et je pense que le pouvoir politique, ils en ont parfaitement conscience. Donc, et on a dans ces quartiers la loi des narcocaïdes et la foi des barbus, et qui parfois peut y avoir des mutations, des hybrides. C'est-à-dire que le narcocaïde d'origine maghrébine et de culture musulmane qui passe par la case prison peut se transformer en islamo-gangster ou en djihadiste. On sait que ces milieux sont très liés, c'est vrai. Voilà, ils sont très très liés. Et puis les structures claniques vont protéger à la fois les barbus et les caïds. On ne trahit pas quelqu'un de son clan, voilà. D'ailleurs, Abdessalam, lorsqu'il est reparti à Molenbeek, il a fallu 5 ou 6 mois pour réussir à le retrouver. Hmm. Il est resté 5 ou 6 mois protégé dans son quartier. Hmm. Là-dessus, on est très pudique, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'on évoque le sujet d'Abdessalam à Molenbeek, on rentre pas trop dans le détail. Hmm. Et d'ailleurs, je fais aussi le lien avec ce qui se passe avec l'Algérie et Boualem Sansal. Euh, on n'ose pas l'épreuve de force parce qu'on a peur d'une réaction dans les quartiers. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup plus peur des Algériens qui sont en France que du gouvernement algérien. C'est ça, et il va falloir quand même qu'on regarde en face, qu'il va falloir engendrer un rapport de force, voire plus, parce que parfois quand il y a rapport de force, eh bien il faut aller jusqu'au bout, et que si on ne fait pas ça, en fait, on n'avancera pas et on se promet pas des lendemains qui chantent. Et je rappelle pour ceux qui sont réticents à utiliser parfois la violence légitime de l'État en quartier, je leur rappelle que moi j'ai vécu dans ces quartiers et j'avais beaucoup plus peur du dealer ou du grossiste du quartier d'en face plutôt que de la police, hein. Honnêtement, la police c'est des enfants de cœur en quartier. Ah, mais effectivement, bah, rappelle-toi ce que disait, enfin, même que ce soit l'armée française ou la police ou la gendarmerie. David Valla, qui avait été djihadiste, il avait, il avait été très surpris par la façon dont il avait été traité lorsqu'il avait été capturé. Il avait été surpris par l'humanisme, par le respect qui lui avait été donné. Donc, il y a beaucoup de mauvaise foi, de malhonnêteté et aussi d'ignorance dans ces quartiers où on parle des Français, de la police, des gendarmes, comme si c'était des gros nazis, des gros fachos. Ça n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a toujours des individus qui peuvent poser problème, mais les gens font juste leur boulot et ils sont là pour servir la population, c'est tout. Complètement. Eh bien, écoute, merci de nous avoir aidé à décrypter un petit peu l'actualité, David. Je renvoie tous ceux qui nous écoutent et nous regardent évidemment vers ton livre Ne fais pas ton français, un livre que tu nous as fait l'honneur de nous présenter sur la chaîne. Donc, je renvoie vers cet entretien et je mettrai un lien également pour acheter le livre parce que c'est un livre, encore une fois, c'est pas juste un livre parmi tant d'autres, c'est vraiment un témoignage de l'intérieur. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce dont on parle et qui n'ont pas vu ce dont parle plus particulièrement David, eh bien, s'ils ont envie de s'informer de la réalité, c'est important de lire ce genre de livre et de faire confiance à ceux qui viennent de l'intérieur parce que, eh bien, ils en savent beaucoup plus que quelqu'un qui, comme le disait Descartes, raisonne dans son joli bureau, mais ne sait rien de ce sur quoi il disserte. Voilà. Ce que je voudrais dire sur ce livre, c'est que ça faisait longtemps que je faisais des analyses sur Facebook et on me disait, David, il faut écrire. Mais je n'avais pas la légitimité. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas un universitaire. Il me fallait partir du réel pour ensuite donner des analyses, des clés de compréhension. Et chaque chapitre est une clé de compréhension de toutes les problématiques liées à l'islam en tant que civilisation, en tant que religion, mais aussi à l'immigration, mais aussi aux violences, aux émeutes urbaines. C'est une clé de compréhension. Et chaque chapitre détruit tous les éléments de langage du politiquement correct des 30 dernières années. Eh bien, écoutez, on finira sur cette conclusion. Merci encore, David, et je te souhaite une excellente journée. Et à très À bientôt. toi aussi, Cyril. Merci. Merci Merci à beaucoup. À toi. bientôt.